3000 soldats en marche forcée. Nuit du 4 août, frontière entre l'Iran et l'Irak, les gardiens de la Révolution déplacent des milliers d'hommes vers le nord-ouest du pays, exactement là où se trouvent les forces américaines et les combattants kurdes. Quelques jours plus tôt, des colonnes de chars iraniens avaient déjà été repérées sur la même frontière, côté Koweït. Et cette nuit-là, 3 explosions distinctes secouent des installations militaires iraniennes. Un dépôt des gardiens de la Révolution à Bonab, un site de production de drones et de missiles balistiques au sud de Téhéran et le poste frontalier de Chalemcheh face à l'Irak. 3 explosions, 3 sites militaires, 48 heures, sans revendication, sans explication officielle. En temps normal, on filerait droit sur ces troupes mouvements, on les analyserait et on vous expliquerait ce qu'ils signalent sur l'état réel des forces iraniennes. Mais ce soir-là, une dépêche d'Axios tombe sur les fils d'information et ce que cette dépêche révèle rend tout le reste secondaire. Selon Axios, Washington, Téhéran et Mascate seraient à quelques heures de signer un accord intérimaire, durée 60 jours, objet, rouvrir le détroit d'Ormuz. Modalité, le trafic entrant transiterait par les eaux iraniennes, le trafic sortant par les eaux omanaises en coordination avec l'Iran. Et en contrepartie de tout cela, aucun droit de transit ne serait exigé. C'est pas une paix, ce n'est même pas un cessez-le-feu. C'est quelque chose de plus grave. C'est la première fois dans l'histoire qu'une puissance occidentale envisagerait de donner à la République islamique un rôle formel, contractuellement reconnu dans la gestion du passage maritime le plus stratégique de la planète. Et pendant que ces négociations se déroulent à Mascate, les Houthis, les forces par procuration de Téhéran, coulent un tanker pétrolier saoudien en mer Rouge, le 8e depuis le 22 juillet. Ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, c'est la mécanique exacte de ce qui est en train de se jouer, pas juste un épisode de plus dans la saga iranienne. Quelque chose de structurel, de potentiellement irréversible, quelque chose qui concerne directement la pompe à essence de Bordeaux et la facture d'énergie de Montréal. Nous allons avancer en 3 couches. D'abord, les mouvements de troupes et les explosions, ce qu'ils disent vraiment sur l'état intérieur de l'Iran. Ensuite, l'accord Ormuz et pourquoi sa logique est bien plus dangereuse que ces termes de surface. Et enfin, la guerre des tankers qui se poursuit en parallèle et ce qu'elle révèle sur les intentions réelles de Téhéran à la table des négociations. Commençons par les troupes. Le rapport qui circule le 4 août est relayé par des correspondants spécialisés qui suivent la frontière irano-irakienne depuis des années. Il établit 2 faits distincts. Des chars iraniens, des blindés lourds, pas des véhicules de patrouille de routine, ont été déployés vers la frontière irakienne dans la région d'Abadan, au sud-ouest du pays, non loin du Koweït. 2, plus récents et plus inquiétants, environ 3000 soldats supplémentaires ont été acheminés en urgence vers le nord-ouest de l'Iran, dans la zone kurde, là où se trouvent à la fois des combattants de l'opposition kurde iranienne et des détachements des forces spéciales américaines. 2 zones géographiques distinctes, 2 types de forces, une logique en miroir qui ne s'explique pas par une simple rotation de garnison. Quand un État déplace simultanément des blindés vers une frontière et des fantassins vers une autre, il y a 2 lectures possibles, et 2 seulement. Soit il prépare une opération offensive, une incursion dans le territoire voisin, une tentative de saisir des leviers, voire de capturer des soldats américains comme monnaie d'échange diplomatique à un moment où les négociations à Mascate sont à leur point le plus délicat. Soit il a des raisons de croire qu'une frappe est imminente depuis ses axes et il se positionne pour l'absorber. Les 2 lectures sont alarmantes et les 2 sont cohérentes avec ce que l'on sait de l'état intérieur du régime en ce début août. Imaginez la situation vue depuis Téhéran. Au cours des semaines précédentes, des frappes attribuées à Israël ont dégradé plusieurs sites de défense aérienne. Des commandants de haut rang des gardiens de la Révolution ont été éliminés. Les réseaux de proxy régionaux, le Hezbollah au Liban, les milices irakiennes en Irak et en Syrie ont tous subi des pertes qui, il y a 3 ans, auraient semblé inimaginables. Le régime sait qu'il est vulnérable à la frappe directe et il sait surtout que cette vulnérabilité est désormais lisible de l'extérieur par ses ennemis et par sa propre population. Dans ce contexte, montrer des chars à la frontière n'est pas nécessairement une préparation à l'attaque, c'est aussi un message intérieur aux Iraniens qui regardent des informations, aux officiers supérieurs qui calculent la solidité du régime, aux alliés régionaux qui hésitent sur leur positionnement. Le message est simple, nous sommes encore là, nous sommes encore capables, ne comptez pas sur notre chute imminente. Le mouvement de troupes comme communication politique autant que comme préparation opérationnelle, c'est une distinction qui compte parce qu'elle change l'évaluation du risque réel d'escalade.
Mais voilà les explosions qui rendent toute lecture simple, impossible. Un dépôt des gardiens de la Révolution à Bonab dans le nord-ouest, un site de production de drones et de missiles balistiques dans la banlieue sud de Téhéran, un point de passage frontalier à Chalemcheh, 3 sites militaires stratégiques, 48 heures, 0 revendication. Les autorités iraniennes n'ont même pas sorti l'explication habituelle des fuites de gaz, elles ont simplement gardé le silence. Ce silence est en lui-même un fait analytique. Quand une installation civile brûle, les autorités s'empressent de communiquer, bilan provisoire, enquête ouverte, mesures prises. Quand 3 installations militaires stratégiques explosent en 48 heures sans explication d'aucune sorte, le silence officiel pointe vers une catégorie d'événements que le régime ne peut ni reconnaître ni démentir sans créer un problème politique intérieur. Mettons en perspective ce que représente le site de Téhéran. Ce n'est pas une fonderie, ce n'est pas un dépôt de carburant. C'est là que sont produits les drones Shahed, ces appareils à bas coût que l'Iran a fournis par milliers à la Russie, qui les utilise pour frapper les villes ukrainiennes et une partie de la chaîne d'assemblage des missiles balistiques à courte et moyenne portée, ce qui constitue la menace directe sur les bases américaines de la région et sur le territoire israélien. C'est l'arsenal de pression maximale du régime et il vient d'exploser. Sabotage, opération de renseignement, action clandestine d'un acteur régional impossible d'attribuer avec certitude depuis l'extérieur. Mais il est toujours utile de poser la question simple. Qui bénéficie de la destruction de cette capacité de frappe iranienne, précisément au moment où l'Iran négocie à Mascate? La liste des bénéficiaires est courte. Ce qui est certain, c'est la synchronisation. Ces explosions ne surviennent pas dans le vide. Elles surviennent au moment exact où Téhéran est censé valider les termes d'un accord diplomatique avec Washington. Et leur cible, la capacité de frappe longue portée du régime, est précisément ce qui donne à l'Iran son levier dans ces négociations. Quelqu'un envoie un message à Mascate et ce message dit « Votre arsenal n'est pas aussi protégé que vous le croyez, signé à de bonnes conditions pendant que vous le pouvez encore. » Passons maintenant à l'accord lui-même, parce que c'est ici que se joue l'essentiel. Selon le rapport d'Axios, et il faut le dire clairement, ce rapport n'a pas encore été confirmé par le président américain ni par le secrétaire d'État Rubio, les 2 seules sources qui auraient autorité pour le valider selon ce rapport. Donc le cadre de l'arrangement se présente ainsi. Un accord de 60 jours intérimaire visant à rouvrir le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz. Les navires entrant dans le Golfe transiteraient par les eaux territoriales iraniennes. Les navires sortants emprunteraient les eaux omanaises, mais en coordination avec l'Iran. Aucun droit de passage ne serait perçu. Les 2 parties s'engageraient à déminer le couloir central du détroit avant de négocier un arrangement permanent. La médiation est assurée par Oman avec l'appui du Qatar, de l'Arabie Saoudite et du Pakistan. Côté américain, c'est Steve Witkoff qui conduit les discussions indirectes. Son homologue iranien est Abbas Araghchi. Lisons ces termes lentement parce que ce qui est en train de se passer ici est structurellement différent de tout ce qui a existé depuis 1979. Formellement, l'accord ne dit pas l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Il utilise les mots de la coopération, coordination, arrangement, transit facilité. Mais derrière ce vocabulaire diplomatique, la réalité fonctionnelle est d'une clarté absolue. En reconnaissant contractuellement que le trafic entrant doit transiter par les eaux iraniennes et que le trafic sortant doit se faire en coordination avec Téhéran, on crée une précédence légale et diplomatique sans équivalent dans l'histoire maritime moderne. Pensez à ce que cela signifie concrètement pour un armateur qui veut faire transiter son navire dans le Golfe. Aujourd'hui, il consulte les bulletins d'alerte maritime, il paie une prime d'assurance guerre et il passe. Demain, si cet accord est signé, il devra opérer dans un couloir dont l'Iran est un gestionnaire reconnu. C'est pas la même chose. La menace iranienne était un risque à calculer. Le rôle iranien sera une réalité institutionnelle à naviguer. Le détroit d'Ormuz est un couloir de 54 km dans sa partie la plus étroite. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole le traversent, soit environ 20% de la consommation mondiale. C'est pas une métaphore quand on dit que c'est la gorge de l'économie mondiale. C'est littéralement le passage par lequel transite une fraction décisive de l'énergie qui fait tourner les usines, les centrales, les camions. Depuis 1979, la République islamique a régulièrement menacé de fermer Ormuz en cas de sanctions supplémentaires, en cas de frappe militaire, en cas de pression économique. C'était une menace. Un levier
un facteur de dissuasion utilisé comme pression, mais jamais aucune puissance occidentale ne lui avait accordé, par traité, un rôle opérationnel dans la gestion de ce passage. Ce que cet accord ferait s'il est signé, c'est transformer la menace en droit. La République islamique passerait de puissance qui menace de fermer le détroit à puissance qui gère formellement son trafic. C'est pas la même chose. La menace peut être contrée, défiée, surmontée par la force. Le droit contractuel, lui, a une durée de vie propre. Il crée des précédents. Il structure les négociations futures. Il s'incruste dans le droit international. Et 60 jours, dans ce contexte, n'est pas une durée d'expérimentation, c'est une durée d'installation. Dans 60 jours, si l'arrangement fonctionne, c'est-à-dire si le trafic reprend et que les prix du pétrole baissent, tout le monde aura intérêt à sa reconduction. La Chine, qui importe massivement depuis le Golfe, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et même une partie de l'économie européenne qui aura déjà intégré dans ses prévisions la stabilité retrouvée des approvisionnements. Le régime iranien, lui, n'aura aucune raison de lâcher ce qu'il vient d'obtenir. 60 jours deviendront 6 mois, puis un accord permanent, puis une architecture maritime que personne ne voudra remettre en cause parce que le coût de la remise en cause sera devenu trop élevé. C'est le mécanisme le plus puissant de la politique internationale, rendre le statu quo plus coûteux à défaire qu'à maintenir. Et cet accord, s'il est signé, verrouille un statu quo favorable à Téhéran. Troisième couche, la guerre des tankers et ce qu'elle révèle. Le 4 août, pendant que les négociateurs de Witkoff et d'Araqchi échangent leurs positions à travers les intermédiaires omanais, les Houthis annoncent avoir coulé le Wafa, un tanker pétrolier saoudien, en mer Rouge Nord, au large de Yanbu. C'est le 8e tanker saoudien ciblé depuis le 22 juillet. Et la signification géographique de cette frappe n'est pas anodine. Les Houthis étendent leur zone d'action depuis le détroit de Bab el-Mandeb, au sud de la mer Rouge, vers le nord, vers les approches du canal de Suez. Simultanément, des images satellites du programme européen Sentinelle confirmant qu'un autre navire, le Minon Pionnier, est en feu dans le détroit d'Ormuz lui-même, frappé la veille. Et à Dubaï, des explosions de cause inconnues sont signalées au port de Jebel Ali, l'un des ports commerciaux les plus importants du Moyen-Orient. Regardons cette séquence d'ensemble. L'Iran négocie l'ouverture d'Ormuz via Oman. Pendant ces mêmes négociations, ses forces par procuration au Yémen coulent des tankers en mer Rouge, un autre navire brûle dans Ormuz et des explosions frappent Dubaï. Ce n'est pas une incohérence. C'est une stratégie à deux niveaux. En surface, l'Iran parle de paix. En profondeur, il maintient la pression militaire pour garder son levier à la table. Si la pression cesse avant la signature, Washington n'a plus d'urgence. Si la pression continue pendant les négociations, Téhéran obtient des concessions plus importantes dans un contexte où les dirigeants américains veulent pouvoir annoncer une victoire diplomatique avant l'automne. C'est ce qu'on appelle en stratégie une coercition graduée. Ne jamais lâcher le levier avant d'avoir obtenu satisfaction sur papier. Et il y a un détail supplémentaire dans la déclaration des Houthis sur le Wafa qui mérite attention. L'attaque vise non seulement un tanker saoudien, mais elle survient dans la mer Rouge Nord, soit une extension géographique significative par rapport aux précédentes opérations. Si les Houthis parviennent à rendre l'ensemble de la mer Rouge insécurisable du Bab el-Mandeb jusqu'aux abords du Suez, ils ne bloquent plus seulement une route secondaire. Ils menacent la principale artère commerciale entre l'Europe et l'Asie. Pour avoir une idée de ce que cela représente, environ 12% du commerce mondial transite par le canal de Suez chaque année. Les rerouteurs autour du cap de Bonne-Espérance ajoutent en moyenne 10 jours de transit et entre 2 et 4 000 $ de carburant par trajet, selon la taille du navire. Ce coût se répercute sur les chargeurs, puis sur les importateurs, puis sur les consommateurs. Ce n'est pas abstrait. C'est la marge d'un commerçant marseillais qui importe des composants électroniques d'Asie. C'est le prix d'un vêtement vendu à Lyon ou à Québec. Il y a une quatrième couche dans cette crise que presque aucune couverture occidentale n'a traitée sérieusement et c'est peut être la plus lourde à long terme. L'accord Hormuz, s'il est signé, ne se produira pas dans un vide géopolitique. Il se produira dans un monde où la Chine observe chaque mouvement de Washington avec une attention particulière. Pékin importe environ 45% de son pétrole depuis le Golfe Persique. Le détroit d'Ormuz est donc vital pour la Chine et ce que Washington fait à Hormuz crée un précédent que Pékin ne manquera pas d'utiliser. Car la Chine revendique des droits élargis sur une bonne partie de la mer de Chine méridionale, une autre artère commerciale critique par laquelle transitent des milliers de milliards de dollars de commerce chaque année.
Si Washington accepte de codifier un rôle de gestion d'un détroit stratégique à une puissance régionale autoritaire, Pékin dispose d'un argument supplémentaire pour ses propres prétentions territoriales. Regardez, même les Américains reconnaissent qu'un État riverain peut avoir un rôle de coordination dans les passages maritimes. Ce n'est pas une extrapolation théorique, c'est la mécanique réelle du droit international coutumier. Un précédent crée une norme crée des droits revendiqués. Des droits revendiqués créent des conflits. Et pendant que Washington et Téhéran négocient à Mascate, l'IDF frappe à nouveau le Liban sud, la zone d'Al-Mansouri, selon les sources militaires israéliennes. Une violation de cessez-le-feu signalée aux négociations de Rome. Un autre front qui s'embrase à quelques centaines de kilomètres d'Ormuz. Un autre élément qui prouve que la région n'est pas en train de se stabiliser pendant les négociations. Elle continue de brûler pendant que les diplomates signent. Et c'est ici que nous arrivons au point de bascule de cette analyse. Voilà ce que l'Iran a réussi à faire, forcer une grande puissance à négocier les termes de sa propre capitulation stratégique sans qu'un seul soldat américain soit tombé au combat en territoire iranien. En quelques semaines, la République islamique est passée de puissance sous sanctions sévères après avoir subi des frappes israéliennes à puissance qui s'apprête à recevoir une reconnaissance contractuelle de son rôle dans la gestion du commerce maritime mondial. L'histoire de la stratégie connaît ce schéma. En septembre 1938, Neville Chamberlain est rentré de Munich avec un accord. Il avait évité la guerre. Il avait donné à un régime autoritaire ce qu'il demandait, des territoires, de la légitimité, du temps. Et ce temps avait été utilisé pour construire la position suivante, plus avantageuse encore. La comparaison n'est pas littérale. L'Iran n'est pas l'Allemagne nazie. Mais la logique de la concession à un régime qui n'a jamais cessé de construire sa position de force suivante, cette logique-là, elle a une histoire très documentée. Et elle finit toujours de la même façon. Le destinataire de la concession revient à la table avec des exigences plus grandes parce qu'il a appris que la concession est disponible. Ce qui change les calculs ici, c'est l'irréversibilité. Retirer une arme livrée à l'Ukraine est possible. Annuler un accord sur les stocks d'uranium enrichi est possible. Mais déposséder l'Iran d'un rôle maritime qu'il aura exercé pendant 60 jours, qui aura créé des flux commerciaux, des habitudes logistiques, des dépendances économiques, c'est une opération d'un tout autre ordre de difficulté. Le détroit d'Ormuz n'est pas une voie d'eau, c'est un robinet. Quiconque tient le robinet tient une pression permanente sur l'économie mondiale. Et si cet accord est signé pour la première fois depuis la révolution de 1979, c'est Téhéran qui tient le robinet non plus par la menace mais par le droit. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous en France et au Canada ? Commençons par l'énergie. La France importe environ 70% de son énergie, dont une fraction significative provient du Golfe Persique, où est indexée sur les cours mondiaux du pétrole qui, eux, sont massivement influencés par le flux d'Ormuz. Le Canada est exportateur net de pétrole, mais ses raffineries de la côte importent du brut léger de la région. Et l'économie canadienne est exposée aux chocs de prix mondiaux sur l'énergie comme toute autre économie développée. Chaque perturbation significative à Ormuz se traduit en quelques semaines en hausse à la pompe, pas marginale. En septembre 2019, après les attaques sur les installations pétrolières saoudiennes d'Abqaï et de Koureit, des frappes attribuées à l'Iran, les cours du Brent ont bondi de presque 15% en une seule séance de cotation. C'était une attaque qui n'avait pas fermé le détroit. C'était une attaque sur la production, pas sur la logistique. Imaginez l'effet d'une fermeture effective d'Ormuz ou d'une annonce que le passage dépend désormais du bon vouloir de Téhéran. Si un accord donne à l'Iran un rôle contractuel sur le détroit, les marchés n'attendront pas la première crise pour intégrer cette réalité. Ils intégreront immédiatement une prime de risque permanente dans le prix du baril parce que les marchés savent que ce rôle peut être instrumentalisé à tout moment. Cette prime, vous la payez à chaque plein d'essence, à chaque facture de chauffage, à chaque trajet en avion. Pour donner une idée des ordres de grandeur, si le prix du baril augmente durablement de 20 $ en raison d'une prime de risque Ormuz, la facture énergétique française supplémentaire se chiffre en milliards d'euros par an. C'est pas un chiffre abstrait, c'est du pouvoir d'achat qui disparaît, de la compétitivité industrielle qui s'érode, de l'inflation qui s'installe. Deuxièmement, le commerce. Les attaques outils sont déjà reconfigurées les routes maritimes mondiales depuis la fin 2023. Les armateurs ont rerouté leurs navires autour du cap de Bonne-Espérance, augmentant les délais de livraison et les coûts de frais. Si l'Iran parvient à étendre sa zone d'influence vers Suez via ses proxys au Yémen, c'est l'ensemble de la route Europe-Asie qui devient incertaine. Pour les entreprises françaises,
Suez qui importe des composants d'Asie, pour les exportateurs canadiens qui expédient vers les marchés asiatiques. C'est une réalité opérationnelle, pas un scénario de géopolitique abstraite. Troisièmement, et c'est peut être la dimension la plus lourde à long terme, il y a le précédent pour l'ordre maritime international. Depuis 1945, les routes maritimes mondiales fonctionnent sur un principe fondamental. La liberté de navigation dans les eaux internationales est garantie non pas par chaque État riverain, mais par les grandes puissances qui maintiennent cette garantie par leur présence militaire et leur engagement diplomatique. La marine américaine patrouille dans le Golfe depuis des décennies précisément pour que personne, et surtout pas Téhéran, n'ait de levier formel sur ce passage. Si Washington accepte de codifier un rôle iranien dans la gestion d'Ormuz, quelle sera la réponse de Pékin ? La Chine revendique des droits élargis sur une bonne partie de la mer de Chine méridionale, une autre artère commerciale critique. Si le précédent d'Ormuz s'installe, Pékin dispose d'un argument de plus pour ses propres prétentions. Et les entreprises françaises et canadiennes qui expédient des marchandises vers l'Asie traversent cette mer de Chine méridionale. Ce qui se joue à Ormuz en ce début août n'est pas seulement la crise iranienne. C'est la question de savoir si les routes maritimes mondiales continuent d'être des biens communs gérés par consensus international ou si elles deviennent des points de péage contrôlés par des puissances régionales autoritaires. La France a une position dans ce débat. Le général de Gaulle avait compris en 1956, lors de la crise de Suez, que la France ne pouvait pas compter indéfiniment sur les États-Unis pour protéger ses intérêts maritimes quand les calculs de Washington divergeaient des siens. 70 ans plus tard, avec une administration américaine qui se dit transactionnelle et qui semble prête à troquer une architecture de sécurité maritime contre l'annonce d'un accord diplomatique avant l'automne, cette leçon de Suez retrouve toute sa pertinence. La France n'est pas simplement spectatrice d'Ormuz, elle est l'une des 5 puissances navales mondiales, elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a des intérêts économiques et commerciaux directs dans la stabilité des routes maritimes du Golfe. Et si Washington signe quelque chose que Paris considère comme une concession excessive à Téhéran, la question de la posture européenne autonome en mer va remonter à la surface vite et avec force. Voilà où nous en sommes. 3000 soldats à la frontière, des chars en position, 3 explosions non revendiquées sur des sites militaires iraniens, un accord diplomatique qui pourrait donner à Téhéran la reconnaissance contractuelle qu'elle cherche depuis 46 ans. Et pendant tout ce temps, des tankers qui brûlent en mer Rouge et dans le détroit lui-même. C'est pas un épisode de plus dans la saga iranienne. C'est peut être le moment où l'architecture de sécurité maritime du Golfe bascule d'une configuration à une autre et où cette bascule devient irréversible, non pas par la force, mais par la signature. Résumons la mécanique exacte. L'Iran a subi des frappes. Il a répondu par des mouvements de troupes qui maintiennent la pression tout en signalant la résistance. Ces proxys ont continué de frapper des tankers pendant les négociations pour préserver le levier. Et au bout du compte, au lieu d'une défaite militaire ou d'une capitulation diplomatique, il se retrouve à négocier un accord qui lui donne, pour la première fois en 46 ans d'histoire de la République islamique, un rôle formel dans la gestion du passage maritime le plus critique de la planète. 2 précisions avant de conclure, parce que l'honnêteté analytique l'exige. L'accord Axios n'est pas confirmé. Tant que Trump ou Rubio ne l'ont pas validé publiquement, c'est un rapport de presse crédible, pas un fait accompli. Il est possible que les termes soient différents de ce qui est rapporté. Il est possible que les négociations échouent. Il est même possible que les mouvements de troupes iraniens soient principalement défensifs. Téhéran a subi des frappes réelles et a des raisons légitimes de redéployer des forces. Un État qui anticipe une frappe se positionne pour l'absorber et c'est une réponse rationnelle, pas nécessairement agressive. Mais voici la question que personne n'a encore posée publiquement. Si un accord est signé, si l'Iran obtient un rôle formel à Ormuz, et si dans 6 mois, il s'avère que ce rôle a été utilisé non pour faciliter le commerce, mais pour l'instrumentaliser, pour punir des pays qui ne s'alignent pas, pour exercer une pression sélective, pour monétiser le passage contre des concessions politiques, quelle sera la réponse ? Qui aura le mandat, la légitimité et la volonté de défaire ce que cet accord aura construit? Ormuz a-t-il gagné du temps pour un accord durable? Ou vient-on d'apprendre à Téhéran jusqu'où la concession est disponible?